Saviez-vous que nos propres corps, nos cellules, sont le résultat d'une des symbioses les plus étonnantes de l'histoire de la vie? Cette relation ancestrale est fondamentale pour comprendre comment la coopération stimule la survie dans chaque écosystème de la planète Terre. Pensez à la mitochondrie, cette petite organelle à l'intérieur de chacune de nos cellules eucaryotes. Il y a environ 1,5 milliard d'années, une cellule ancestrale a englouti une bactérie, mais ne l'a pas digérée. Au lieu de cela, les deux ont trouvé un avantage mutuel incroyable, une symbiose qui allait changer le cours de l'évolution pour toujours. La bactérie fournissait de l'énergie de manière très efficace, tandis que la plus grande cellule lui offrait protection et nutriments essentiels. Cet événement, connu sous le nom d'endosymbiose, est le pilier de toute la vie complexe que nous connaissons aujourd'hui, y compris nous-mêmes. Et cela nous montre que la coopération, l'interaction étroite pour le bénéfice mutuel est une force vitale dans la nature. Mais qu'est-ce que la symbiose exactement et comment se manifeste-t-elle dans le réseau complexe de la vie sauvage? La symbiose est toute interaction biologique étroite et à long terme entre deux organismes d'espèces différentes. Elle peut être de plusieurs types, allant des relations où les deux gagnent à celles où un seul en profite et même où l'un est lésé. La plus impressionnante d'entre elles, sans aucun doute, est le mutualisme, où les deux partenaires obtiennent un bénéfice direct et essentiel. Un exemple classique et visuellement frappant est la relation entre les polypes coralliens et les algues unicellulaires appelées zooxanthelles. Ces algues microscopiques vivent à l'intérieur des tissus du corail, effectuant la photosynthèse. En échange d'un foyer sûr et d'un accès au dioxyde de carbone, les zooxanthelles fournissent au corail jusqu'à 90% de ses besoins énergétiques. Elles produisent des sucres et d'autres composés organiques vitaux pour la croissance et la survie du corail. Sans ces algues, les coraux ne pourraient pas construire les vastes structures qui forment les récifs, qui abritent un quart de toutes les espèces marines connues. Lorsque les eaux se réchauffent trop, les coraux stressés expulsent leurs zooxanthelles, un phénomène connu sous le nom de blanchissement du corail. Ce blanchissement peut entraîner la mort du corail si les algues ne reviennent pas, ce qui constitue une grave menace pour des écosystèmes entiers. En fait, on estime que nous avons perdu environ la moitié des récifs coralliens du monde au cours des 50 dernières années, principalement à cause du changement climatique. Un autre mutualisme fascinant se produit sous nos pieds, dans le sol de la forêt, entre les plantes et les champignons. Nous parlons des mycorhizes, une association symbiotique entre les racines des plantes et les champignons du sol. Les champignons étant d'un vaste réseau d'hyphes, des filaments microscopiques qui sont beaucoup plus efficaces que les racines des plantes pour absorber l'eau et les nutriments. Les nutriments tels que le phosphore et l'azote, souvent rares dans les sols, sont particulièrement importants. En échange, la plante fournit aux champignons des hydrates de carbone, qui sont des sucres produits par la photosynthèse. On estime que plus de 90% des espèces de plantes terrestres forment une association mycorhizienne quelconque. Cette relation est si vitale que de nombreuses jeunes plantes ne pourraient pas croître ou survivre sans elle. Elle permet aux plantes de coloniser les sols pauvres, de résister aux maladies et d'améliorer leur tolérance à la sécheresse. Et si nous pensons à la résilience dans des environnements extrêmes, que dire des lichens? Les lichens sont le résultat d'une symbiose obligatoire entre un champignon et une algue. Ou une cyanobactérie. Le champignon forme la structure externe qui protège les algues du soleil intense et leur fournit de l'humidité et des nutriments minéraux. Les algues protègent les algues de l'intense solaire, leur fournissent de l'humidité et des nutriments minéraux. Les algues, quant à elles, effectuent la photosynthèse et produisent des hydrates de carbone qui nourrissent le champignon. Cette union permet aux lichens de survivre dans les environnements les plus inhospitaliers de la planète. On peut les trouver sur des roches nues, dans des toundras gelées, dans des déserts arides ou recouvrant des troncs d'arbres. Ce sont des pionniers écologiques, capables de décomposer les roches pour former le sol, ouvrant la voie à la colonisation par d'autres plantes. Leur existence même est une preuve que la vie trouve des moyens de coopérer pour prospérer là où d'autres espèces ne le peuvent pas. En passant aux animaux, le poisson-clone et l'anémone de mer sont un duo que nous reconnaissons tous. Le poisson-clone a une couche de mucus spéciale qui l'empêche d'être piqué par les tentacules venimeux de l'anémone. Cela lui fournit un refuge sûr contre les prédateurs qui n'osent pas s'approcher de l'anémone. En échange, le poisson-clone défend activement l'anémone contre les poissons papillons et autres prédateurs qui pourraient la manger. On a même observé que les poissons-clones nettoient les restes de nourriture et les parasites de l'anémone, maintenant leur maison en parfait état.
C'est une relation de protection mutuelle où chacun apporte quelque chose d'unique à la survie de l'autre. Et la nature est pleine d'exemples similaires, chacun avec ses propres complexités. Par exemple, les abeilles et les fleurs, une des interactions les plus cruciales pour notre propre alimentation. Les abeilles visitent les fleurs pour récolter le nectar, une source d'énergie, et le pollen, qui est riche en protéines et autres nutriments. Pendant qu'elles se nourrissent, les abeilles transfèrent le pollen d'une fleur à l'autre, ce qui permet la fertilisation et la production de graines et de fruits. Environ 75% des cultures alimentaires du monde dépendent dans une certaine mesure de la pollinisation animale. Cela comprend les fruits, les légumes, les noix et les graines, ce qui représente une valeur économique de centaines de milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. La diminution des populations d'abeilles et d'autres pollinisateurs est une préoccupation mondiale, car elle met en danger notre sécurité alimentaire. Parce que sans cette symbiose entre les insectes et les plantes, beaucoup de nos aliments disparaîtraient ou seraient extrêmement rares. Quels autres exemples surprenants existent dans le règne animal qui illustrent l'importance du mutualisme? Pensons aux fourmis et aux pucerons, une symbiose qui semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Les pucerons sont de petits insectes qui se nourrissent de la sève des plantes et, ce faisant, sécrètent une substance sucrée appelée miella. Les fourmis élèvent littéralement les pucerons, les protégeant des prédateurs comme les coccinelles. En échange de cette protection, les fourmis obtiennent le miella, qui est une précieuse source de nourriture pour leur colonie. Certaines espèces de fourmis construisent même des abris pour les pucerons ou les transportent vers de nouvelles plantes pour qu'ils continuent à produire du miella. C'est une forme d'élevage miniature qui a évolué pendant des millions d'années. Et que dire des ruminants comme les vaches et les moutons et des micro-organismes dans leur système digestif? Ces animaux ont des estomacs spécialisés, avec de multiples compartiments où résident des milliards de bactéries et de protistes. Ces micro-organismes sont capables de digérer la cellulose, un hydrate de carbone complexe qui constitue la majeure partie des parois cellulaires des plantes. Les ruminants seuls ne pourraient pas extraire les nutriments de l'herbe et du foin qu'ils mangent. Mais grâce à leurs locateurs microbiens, ils peuvent prospérer en se nourrissant de matières végétales fibreuses. Les micro-organismes, à leur tour, obtiennent un environnement stable, anaérobique et un approvisionnement constant en nourriture. C'est une symbiose digestive essentielle qui a permis aux grands herbivores de peupler et de façonner de vastes écosystèmes dans le monde entier. Et pas seulement les ruminants, les termites dépendent également d'une symbiose similaire pour leur survie. Les termites mangent du bois, qui est riche en cellulose, mais n'ont pas les enzymes nécessaires pour le digérer eux-mêmes. Dans leurs intestins, ils abritent une communauté complexe de protistes flagellés et de bactéries. Ces microbes décomposent la cellulose en sucre simple que les termites et les microbes peuvent utiliser comme énergie. Sans ces symbiontes, un termite mourrait de faim même étant entouré de bois. Cela démontre à quel point la coopération peut être profondément intégrée au point d'être absolument indispensable à l'existence. Passons maintenant au commensalisme, un autre type de symbiose où l'interaction est moins équitable en termes de bénéfices. Dans le commensalisme, une espèce en bénéficie et l'autre n'est ni avantagée ni désavantagée de manière significative. Un exemple bien connu est celui des poissons rémoras et des requins ou tortues marines. Les rémoras ont une nageoire dorsale modifiée qui agit comme une ventouse, leur permettant de s'attacher au corps d'un hôte plus grand. Ils sont transportés sans dépenser d'énergie et se nourrissent des restes de nourriture laissés par le requin. Le requin ne semble tirer aucun avantage clair du rémora et ne subit pas non plus de dommages. Une autre illustration se trouve dans les épiphytes, comme de nombreuses orchidées et broméliacées. Ces plantes poussent sur les troncs ou les branches des arbres plus grands dans les forêts tropicales. Elles utilisent l'arbre comme support physique pour atteindre la lumière du soleil, qui est une ressource cruciale dans une canopée forestière dense. Cependant, elles n'extraitent pas de nutriments directement de l'arbre. Elles obtiennent l'eau et les minéraux de l'air, de la pluie et des détritus qui s'accumulent. L'arbre hôte n'est pas affecté par la présence de l'épiphyte, car ce n'est pas une relation parasitaire. Cela démontre que toute interaction étroite n'implique pas nécessairement un échange de bénéfices mutuels, mais reste une forme de coexistence. Et qu'en est-il des oiseaux qui se perchent sur le bétail, comme les hérons garde-bœufs? Ces oiseaux bénéficient en suivant les grands herbivores, car le mouvement du bétail perturbe les insectes et autres petits invertébrés dans l'herbe. Le héron garde-bœuf attrape facilement ses proies exposées qui seraient autrement difficiles à trouver. On considère que le bétail n'est pas affecté de manière significative par la présence des oiseaux. La coopération dans la nature, alors, n'est pas toujours une transaction de donner-recevoir 50%, n'est-ce pas? Exactement. Les interactions varient dans leur degré d'interdépendance et dans la distribution des bénéfices.
Il existe des types de symbiose qui sont obligatoires, où les partenaires ne peuvent pas survivre sans l'autre. Comme nous l'avons vu, les lichens sont un exemple parfait de symbiose obligatoire. Le champignon et l'algue ont besoin l'un de l'autre pour former la structure et obtenir les nutriments nécessaires pour vivre. Les termites et leurs protistes intestinaux sont un autre cas où la vie de l'un dépend entièrement de la vie de l'autre. Si vous séparez la termite de ses microbes, aucun ne peut digérer la cellulose et les deux périssent. En revanche, il existe les symbioses facultatives où les organismes peuvent survivre par eux-mêmes mais bénéficient de l'interaction. La relation entre l'indicateur de miel et les humains ou les blaireaux est un exemple fascinant de mutualisme facultatif. Ces oiseaux, que l'on trouve en Afrique, ont un régime alimentaire inhabituel, basé sur la cire d'abeilles, mais ils ne peuvent pas accéder aux rayons de miel par eux-mêmes. Ils ont la capacité de guider les humains ou les blaireaux vers les ruches d'abeilles sauvages en faisant des appels et en volant de manière distinctive. Une fois que le mammifère ouvre la ruche pour obtenir le miel, l'oiseau se nourrit de la cire et des larves qui restent exposées. Les humains bénéficient de l'obtention de miel et l'oiseau indicateur de miel obtient sa nourriture. Les deux peuvent vivre sans cette interaction, mais ils bénéficient énormément en y participant. Cela démontre la flexibilité et l'adaptabilité de la coopération dans le monde naturel. Les implications de la symbiose s'étendent à l'évolution des espèces et à la stabilité d'écosystèmes entiers. La coévolution est un processus par lequel deux ou plusieurs espèces influencent réciproquement leur évolution. Cela se produit lorsque la pression sélective d'une espèce sur une autre conduit à des adaptations réciproques. Un exemple classique est celui des fleurs et de leurs pollinisateurs. Les formes des fleurs, leurs couleurs et leurs arômes ont évolué pour attirer des pollinisateurs spécifiques. En même temps, les becs des oiseaux, les langues des insectes ou les structures buccales des chauves-souris ont évolué pour accéder de manière efficace au nectar de ces fleurs. Cela crée une course aux armements évolutive, mais dans le cas de la symbiose, c'est une course de bénéfices mutuels. Ces relations coévolutives sont si profondes que parfois, l'extinction d'une espèce peut mener à l'extinction de son partenaire symbiotique. La perte d'un pollinisateur clé, par exemple, pourrait signifier la disparition des plantes dont il dépend. Et dans le grand schéma écologique, la symbiose est un moteur fondamental pour le fonctionnement des écosystèmes. La fixation de l'azote est un processus vital qui illustre cela à la perfection. L'azote atmosphérique est abondant, constituant environ 78% de notre atmosphère, mais il n'est pas sous une forme que les plantes peuvent utiliser directement. Certaines bactéries, comme celles du genre Rhizobium, ont la capacité de convertir l'azote gazeux en ammonium, une forme utilisable par les plantes. Ces bactéries forment des nodules sur les racines des plantes légumineuses comme les haricots, les lentilles et le trèfle. La plante fournit aux bactéries en foyer sûr et des hydrates de carbone, tandis que les bactéries leur fournissent de l'azote essentiel. Cette symbiose enrichit le sol naturellement et réduit la nécessité de fertilisants synthétiques qui peuvent avoir des impacts négatifs sur l'environnement. En fait, l'agriculture biologique dépend en grande partie de cette relation naturelle pour maintenir la fertilité du sol. L'importance de la symbiose dans le cycle des nutriments est immense pour la productivité et la santé des écosystèmes terrestres et aquatiques. Un autre cas fascinant est la symbiose entre le bernard l'ermite et l'anémone de mer, où les deux bénéficient d'une manière très directe. Le bernard l'ermite, qui n'a pas de carapace propre, cherche des coquilles vides pour protéger son abdomen mou. Souvent, il adhère des anémones de mer à la coquille qu'il habite. Les anémones, avec leurs tentacules urticants, fournissent une excellente défense contre les prédateurs du bernard l'ermite. En échange, l'anémone profite des restes de nourriture que le crabe laisse tomber en se nourrissant. De plus, l'anémone est transportée vers différents endroits, ce qui augmente ses chances de trouver de la nourriture. C'est une association où le logement et la défense sont échangés contre le transport et la nourriture. Comment les actions humaines influencent-elles ces relations symbiotiques délicates et cruciales? Malheureusement, bon nombre de ces associations sont menacées par l'activité humaine. La pollution, le changement climatique et la destruction des habitats ont un impact direct sur la capacité des espèces à former ces relations. Le blanchissement des coraux, que nous avons mentionné, est un effet direct du réchauffement climatique et de l'acidification des océans. La perte de forêts, où résident d'innombrables espèces de champignons et de plantes, menace les réseaux mycorhiziens souterrains. L'utilisation excessive de pesticides et d'herbicides a un effet dévastateur sur les populations de pollinisateurs, comme les abeilles. L'interruption de ces relations symbiotiques peuvent avoir des effets en cascade sur les écosystèmes, réduisant la biodiversité et la résilience. Par exemple, si les populations de champignons mycorhiziens diminuent, les forêts peuvent devenir plus vulnérables aux maladies et à la sécheresse.
Comprendre la symbiose n'est pas seulement une question de curiosité biologique. C'est fondamental pour la conservation et pour développer des stratégies qui permettent à la nature de prospérer dans un monde en mutation. La symbiose nous enseigne que l'interconnexion est la règle, pas l'exception, dans la vie. Des plus petites bactéries aux plus grands écosystèmes, la coopération est une stratégie de survie immensément réussie. Elle nous révèle une vision du monde où la compétition n'est pas le seul moteur de l'évolution. La collaboration et le soutien mutuel sont tout aussi puissants et souvent plus durables. Pensez au réseau de la vie comme un tissu complexe, où chaque fil, chaque espèce est connectée aux autres. Si un fil se brise, tout le tissu s'affaiblit. Mais lorsque les fils s'entrelacent et se renforcent mutuellement, la force est immense. C'est une leçon d'humilité et d'émerveillement devant la complexité et la sagesse de la nature. Et c'est une invitation à observer le monde avec un regard neuf, reconnaissant les innombrables alliances invisibles qui soutiennent la vie. Que pouvons-nous apprendre de la nature coopérative pour l'appliquer à nos propres sociétés? Nous pouvons voir que les solutions les plus robustes et durables proviennent souvent de la collaboration. La vie a découvert que l'interdépendance peut conduire à l'innovation et à la résilience face aux défis. De la naissance des premières cellules complexes aux vastes récifs coralliens, la symbiose en est la preuve. Chaque fois que vous vous promenez dans une forêt ou que vous voyez une abeille voler vers une fleur, souvenez-vous de ces incroyables alliances. Elles sont le moteur silencieux de la vie, la clé de la survie et de l'abondance dans chaque recoin de la planète. Et si vous voulez continuer à explorer les merveilles cachées de la planète et ses habitants fascinants, n'oubliez pas de vous abonner. Aimez cette vidéo si vous avez trouvé l'information aussi surprenante que nous. Laissez vos commentaires ci-dessous, dites-nous quelle symbiose vous a le plus marqué. Et partagez cette vidéo avec d'autres explorateurs de la nature pour que la communauté d'Explorando continue de grandir.